Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Depuis que l'accès à la PMA, la procréation médicalement assistée, a été élargi aux couples lesbiens et aux femmes seules en 2021, la demande de dons de spermatozoïdes a explosé. À la fin de l'année 2024, elles étaient 10 600 femmes sur la liste d'attente pour un délai moyen de prise en charge de 17,7 mois depuis la prise du premier rendez-vous jusqu'à la première tentative. La demande est immense et pourtant les donneurs sont encore très peu nombreux. Comment ça se fait ? Ça, c'était ma question de départ quand j'ai choisi de dédier le 4e épisode de cette série d'été aux dons de sperme. Et j'ai vite été frappée de constater que derrière ce qu'on pourrait voir comme un simple acte de solidarité, comme le don du sang par exemple, eh bien il y a plein d'idées reçues, de craintes et de fantasmes autour de la masculinité et de la paternité quand on parle du don de sperme. Et ça, c'est du côté des donneurs, mais aussi du côté des hommes infertiles qui reçoivent le don. J'ai aussi appris qu'à l'origine de cette pratique, qui est aujourd'hui un marqueur super important des luttes pour l'égalité, il y a une histoire de violence patriarcale très grave. C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel entretien. Je m'appelle Naomi Titi. Bienvenue dans l'épisode 120 des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Nous sommes 300 millions massés derrière la porte. C'est du gel. Génial. Non, fais pas ça. Non, mais je t'assure. Un seul gagnera, tous les autres mourront. À chacun de tes 693 dons de sperme, t'as toujours signé une clause de confidentialité. Toujours. Même pas numéroté. Seul un instinct nous guide. On n'est pas obligé de coucher. Je veux juste ton sperme. On nous a baptisés les spermatozoïdes. Qui sont les hommes qui donnent leurs gamètes ? Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Qu'est-ce que le don de sperme raconte sur la perception et la performance de masculinité ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai reçu Lou Brosse. Elle est doctorante en sociologie à l'université de Caen-Normandie. Depuis 2018, elle travaille sur une thèse qui porte sur les controverses autour du don de sperme. Pour ça, elle a rencontré des donneurs, mais aussi des hommes qui reçoivent le don, et elle fait partie des premières chercheuses en France à avoir pu s'introduire dans le monde des sécos, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Bonne écoute. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule la procédure quand on veut donner son sperme en France ? Quelles sont les étapes ? Où est-ce qu'il faut aller ? C'est quoi les critères pour que le sperme soit utilisé ? Alors en fait, d'un point de vue pratique, c'est relativement simple de donner son sperme. C'est vraiment pas la pratique elle-même qui est compliquée. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut prendre rendez-vous auprès d'un sécos, donc ça se fait auprès du secrétariat, soit par téléphone, soit par mail. En tout cas, jamais en se présentant directement au sécos. Un rendez-vous sera donné quelque temps après. Et pendant ce premier rendez-vous, en fait, le donneur, il va être reçu en consultation avec 3 personnes différentes. D'abord, avec un ou une psychologue, un deuxième rendez-vous avec un généticien ou une généticienne, et un autre avec un ou une biologiste. Et donc, l'idée globalement de ces 3 rendez-vous successifs, c'est de faire en sorte qu'aucune question du donneur ne soit laissée en suspens, et au passage aussi de pouvoir recueillir toutes les informations qui seront nécessaires pour mener le processus à bien. Je pense notamment aux antécédents médicaux, personnels et familiaux, qui rentrent vraiment en ligne de compte. La petite contrainte pour ce premier rendez-vous, c'est que les candidats au don sont censés s'être astreints à une abstinence sexuelle de 3 à 5 jours. C'est en respectant ce délai d'abstinence qu'on peut avoir le meilleur aperçu possible du degré de fertilité des spermatozoïdes. Et donc, à partir de ce premier recueil, il y a des analyses seront réalisées, justement pour voir comment la suite du processus peut se poursuivre. Et c'est aussi pendant cette première session de rendez-vous que le candidat au don aura l'occasion de signer ce qu'on appelle un formulaire de consentement. En signant ce formulaire, il atteste qu'il n'a plus de questions, ou en tout cas que toutes les questions qu'il avait ne se terminent plus par un point d'interrogation.
Et surtout, en signant ce formulaire, il doit s'engager à n'avoir jamais donné dans un sécos auparavant. Parce que, en fait, le système des sécos essaye de faire respecter la règle suivant laquelle un donneur de sperme ne peut pas contribuer à la naissance de plus de 10 enfants en donnant. Il peut avoir des enfants par ailleurs, mais en tout cas, par le biais d'un sécos, ça ne peut pas donner naissance à plus de 10 enfants. Si tout se passe au mieux, en fait, le donneur sera recontacté pour fixer quelques rendez-vous espacés et beaucoup moins longs pour le recueil du sperme, qui justement fera peut-être l'objet de dons ultérieurs. Il n'y a pas encore d'assurance dès le premier rendez-vous à ce sujet-là. Le premier recueil n'est pas forcément celui qui sera utilisé pour les personnes qui attendent un don de sperme. Justement, même, il n'a pas vocation à être utilisé. Il est voué à permettre d'évaluer le niveau de fécondité, mais c'est aussi un recueil qui permet de s'assurer qu'il n'y ait pas de maladies transmissibles, notamment parce que pour certaines maladies hépatiques, type VIH, etc., en fait, c'est pas parce que le sang est contaminé que c'est directement analysable, en fait. Généralement, en fait, les sécos s'accordent un petit délai de 6 mois pour vraiment s'assurer que le sperme n'est pas pathogène et qu'il peut être inséminé, a priori, dans les conditions médicales les meilleures possibles. Et c'est quoi les critères, en dehors du fait que le sperme ne soit pas pathogène, pour qu'on puisse utiliser ce sperme-là pour un don ? Alors déjà, peut-être qu'on peut revenir sur les critères qui sont vraiment qui portent sur les donneurs. Donc en fait, suivant quels critères il est possible de se présenter à un sécos pour donner, puisqu'en fait il y a 2 grandes conditions. La première, c'est d'être âgé de 18 à 44 ans inclus. Donc avant son 45e anniversaire, si on se présente dans un sécos, il y a pas de souci. Et le deuxième critère, c'est je cite la législation sur le sujet, c'est d'être en bonne santé, ce qui est un critère a priori très vague, et qui en fait reste à l'appréciation de l'équipe médicale, qui donc va recevoir les candidats, va les soumettre à un questionnaire et va aussi les soumettre à un bilan génétique. Et donc, quand on recueille leurs dons, ces hommes-là, ils doivent se masturber puis éjaculer dans un petit pot. Ça, c'est pour la procédure du recueil du don. Et en France, c'est quoi la règle par rapport à l'anonymat du donneur, et notamment concernant l'enfant à naître si un enfant naît ? Alors, avant que la dernière loi de bioéthique ne soit mise en application, donc ça c'était en septembre 2021, la règle c'était que les donneurs ne puissent effectivement pas savoir si leur sperme a été attribué ou pas. Et de l'autre côté, les enfants n'avaient aucune possibilité d'accès à des informations vis-à-vis du donneur, et les parents non plus. Donc c'était vraiment très fermé, mais ça fait partie des points sur lesquels la loi a dû évoluer. Et aujourd'hui, par contre, cette levée d'anonymat est possible à partir de la majorité de l'enfant, c'est ça ? Alors c'est ça. Il n'y a que les enfants, une fois majeurs, qui peuvent demander des informations. Et il y a 2 grandes catégories de données qui peuvent être communiquées. C'est soit ce qu'on appelle des données non identifiantes. Ça va être la demande d'enfants d'enfants devenus adultes, qui voudraient simplement savoir à quel âge avait le donneur au moment où il a donné. Est-ce qu'il était marié ou pas? Est-ce qu'il avait des enfants ou pas? Quel métier il faisait? Enfin voilà, des données qui permettent simplement de reconstruire un peu le puzzle et en tout cas le paysage dans lequel le don a été fait. Et dans certains cas, il est possible d'obtenir des données identifiantes. Donc, à partir du moment où le donneur a donné son accord, les enfants nés de dons ont la possibilité d'avoir le contact de la personne et potentiellement de rencontrer le donneur. Donc ça, c'est comment ça se passe en France aujourd'hui. Comment ça se passe, par exemple, dans d'autres pays, ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'obtenir un don de sperme ou de donner son sperme aujourd'hui en France ? Ah, effectivement, il y a d'autres formes de dons qui échappent à cette logique très médicalisée, en France ou ailleurs d'ailleurs. Il y a notamment ces formes de dons qu'on pourrait définir comme plutôt des dons relationnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire médical. Il y a d'un côté un certain nombre de risques qu'on ne retrouve pas dans le système des sécos, mais aussi des avantages qui peuvent remporter la préférence des personnes qui poursuivent leur projet parental de cette manière-là. Notamment le simple fait d'échapper à l'hôpital et de ne pas rentrer dans cette logique-là. Mais quand je parle aussi des risques, ils peuvent être particulièrement importants puisque y a un peu moins de garde-fous.
le moyen a priori le plus simple d'avoir un enfant, c'est le rapport sexuel d'une personne qui a un système génital masculin et avec une personne qui a un système génital féminin. Et donc ça peut donner lieu à des logiques presque d'exploitation et c'est quand même un sujet assez sensible. Ouais, je renvoie nos auditeuristes à une enquête qui avait été menée par nos camarades de Street Press qui s'appelle « Rapport sexuel contre un don de sperme, les dangereux circuits parallèles de la PMA » où justement ils racontent tous ces sites sur Facebook ou ces forums sur lesquels des femmes qui en ont marre d'attendre des années ou des mois pour avoir un don passent pour accélérer la possibilité de tomber enceinte et qui en fait tombent beaucoup parfois, malheureusement, sur des hommes qui essayent soit de les arnaquer, soit de juste avoir du sexe gratuitement. Et en dehors de ces circuits un peu interlopes, on va dire, qu'est-ce qui existe dans d'autres pays en termes de dons de sperme ? La première différence à laquelle je pense, c'est celle du choix entre un don gratuit ou un don rétribué. Puisque, par exemple, au Danemark, c'est un exemple qui est assez souvent saisi parce que le Danemark sort un peu du lot en matière de dons de gamètes, en tout cas en Europe. Au Danemark, les donneurs sont rétribués et il n'y a pas du tout cette restriction d'innaissance à laquelle je faisais référence juste avant. Ils peuvent donner beaucoup plus. Ils peuvent donner beaucoup plus. En fait, ils peuvent vraiment devenir donneurs sur plusieurs années et donc en développer une véritable expérience. Et c'est notamment un sujet sur lequel Sebastian Mohr, qui est sociologue, donc Mohr, M-O-H-R, a réalisé pas mal d'articles et d'ouvrages, et où justement il explique ce que l'expérience du don de sperme au long cours fait sur les masculinités. Donc à la fois sur sa propre sexualité, sur son rapport aux autres, etc. On va y revenir sur ce que l'expérience du don fait à la masculinité. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur le profil des hommes qui donnent leur sperme. Est-ce qu'on sait qui ils sont ? Est-ce qu'il y a un profil, par exemple, social ? Quelles sont leurs motivations pour donner leur sperme ? En fait, pour avoir rencontré un certain nombre de candidats au don, il n'y a pas de profil particulier. C'est peut-être ça qui est d'autant plus frappant. Donc, la tranche d'âge des personnes autorisées, c'est de 18 à 45 ans. Je dirais que vis-à-vis des hommes que j'ai rencontrés, ils étaient plutôt jeunes, mais ces personnes ne sont pas du tout représentatives de la population de donneurs de gamètes en général. On a un peu tous les âges. Du point de vue des profils sociaux, économiques, etc., il n'y a pas de profil type. Leur seul point commun, c'est que ce sont des hommes, finalement. C'est ça. Que ce sont des personnes qui produisent des spermatozoïdes. C'est vraiment le seul point commun que ces personnes aient. À savoir que avec la loi de bioéthique de 2021, il reste un flou. Par exemple, si des femmes trans qui ont un pénis veulent donner leur sperme, la loi n'est pas très claire sur est-ce qu'elles ont droit ou pas, et que ça, pour le coup, ça reste une zone qui reste à réfléchir. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers l'article que Dalma Desta et Rosen Le Carboulec avaient écrit sur ça. C'était paru fin 2023 et l'article s'appelle « PMA pour les personnes trans, le grand flou ». C'est à lire sur Mediapart. Et concernant les hommes que vous avez rencontrés qui donnent leur sperme, est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de le faire ? Alors, si on essaye justement de se poser de cette question des motivations des donneurs, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ces motivations, elles ne peuvent pas relever de l'attente d'une rétribution, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un don gratuit. Je dirais que les raisons de donner son sperme, elles sont particulièrement multiples, qu'elles ont aussi tendance à se recouper. Mais même s'il y a peut-être des raisons personnelles plus profondes à donner son sperme dans un sécos, en fait, la plupart du temps, les candidats au don vont expliquer en entretien psychologique, parce que c'est plutôt dans ce contexte-là que la question est abordée. Ils expliquent qu'ils ont assez simplement souhaité donner leur sperme par solidarité, pour se sentir utile et donc pour aider d'autres personnes à être parents. Je pense notamment à l'un des donneurs que j'avais rencontré au sécos, qui par ailleurs était donneur de sang et qui vraiment ne savait pas quoi répondre à la question de ce qu'il avait amené ici. Et donc il avait assez simplement et en même temps de manière assez amusante expliqué que en fait l'étymologie de son prénom c'était généreux. Donc il allait de soi pour lui que s'il pouvait se rendre utile, il le faisait. Mais aussi donner son sperme, ça peut être conçu comme une forme d'engagement
qui peut même s'inscrire dans une posture plus explicitement militante. Peut-être de manière d'autant plus marquée depuis que les projets parentaux de couples de femmes et de femmes seules sont accompagnés dans les sécos. Le don de spermatozoïdes, il peut aussi avoir des résonances plus personnelles, parce que, par exemple, des proches seraient concernés par des difficultés à avoir un enfant, ou parce qu'il y aurait quelque chose à réparer symboliquement dans l'histoire personnelle ou familiale des donneurs. L'un des donneurs que j'avais rencontré sur le terrain, par exemple, il était lui-même né grâce au don de spermatozoïdes d'un anonyme. Et d'une certaine manière, devenir donneur à son tour, c'était pour lui une façon d'éponger symboliquement la dette familiale et de contribuer aussi à faire fonctionner le système qui avait contribué à sa naissance et en lequel il croyait véritablement. Et cette aspiration à la réparation, elle me fait aussi penser à un autre candidat au don qui, au moment du récit de ses motivations, avait suscité une certaine gêne en entretien psychologique. Donc en fait, c'était un homme d'une trentaine d'années et il expliquait qu'il n'était pas dans une situation amoureuse ou affective suffisamment stable pour envisager d'avoir des enfants. Il n'en avait pas forcément envie non plus. Mais son père avançait dans l'âge et il voulait diffuser ce qu'il appelait son patrimoine génétique. Et, je le cite encore, donner des petits-enfants à son père. Ah oui. De son vivant. Et donc là, c'était compliqué parce qu'il savait très bien que l'anonymat du don était garanti, sans pour autant bien parvenir à faire la distinction entre la contribution biologique d'un donneur et la paternité. Et donc, son explication, elle n'était pas simple à recevoir parce que dans les implications concrètes et symboliques du système des sécos, il n'est absolument pas question qu'un donneur soit considéré comme un père. Encore moins que le père du donneur devienne grand-père. Donc, en entretien psychologique, ou même biologique d'ailleurs, il est toujours possible d'essayer de recadrer les attentes des donneurs ou même des couples receveurs, ou des receveurs tout court. Mais en fait, à partir du moment où ces attentes ne se traduisent pas en exigences particulières et que le candidat au don a signé le formulaire de consentement, il n'est pas possible de faire beaucoup plus pour faire entendre que donner son sperme, ça n'a rien à voir avec un projet parental personnel. Et peut-être la dernière chose sur laquelle je pourrais m'appesantir vis-à-vis des motivations, donner son sperme, ça permet aussi indirectement de recevoir un bilan de fertilité et donc d'avoir la confirmation qu'on est en bonne santé et capable de transmettre la vie, aussi pour son propre compte. C'est étonnant, cette confusion entre le don et le fait de devenir parent. Est-ce que c'est pour vous le signe d'une approche particulière du don par rapport à la masculinité ? Est-ce que vous avez vu dans votre terrain des choses signifiantes à ce niveau-là ? Qu'est-ce que le don de sperme fait à la masculinité des hommes qui donnent ? En fait, si on se réfère aux manières justement dont le rapport aux masculinités est socialement construit, en fait, la fertilité, elle apparaît aussi comme un facteur de virilité et donc d'aptitude biologique à remplir ce rôle socialement valorisé qu'est le rôle de géniteur. Et finalement, le don de sperme participe à une certaine redéfinition de la masculinité féconde, où justement, la virilité reproductive, elle signifie accepter de dissocier la fertilité de la paternité, et donc accepter de contribuer à la naissance d'enfants dont le donneur n'est pas le père. N'est pas le père, ne sera jamais le père. Enfin voilà, il y a vraiment, c'est très net dès le début. Et donc, en cédant un petit peu de son potentiel reproductif à une structure médicale, le donneur, il renonce symboliquement à la maîtrise de sa filiation, ce qui va finalement à l'encontre du modèle patriarcal classique. Et si on essaye de tirer encore un peu plus le fil de ce que donner son sperme peut dire des rapports aux masculinités, en fait, c'est aussi une démarche qui peut traduire un effort de déconstruction et de mutualisation de la charge reproductive, où justement, c'est pas seulement aux femmes de s'en débrouiller. Parce qu'aujourd'hui, donner son sperme, c'est aussi contribuer à ce que des femmes inscrites dans un projet d'enfant puissent le mener dans un cadre hospitalier et au plus proche de chez elles, donc dans des conditions qui les mettent le moins à l'épreuve possible, peu importe la composition de leur couple en termes de genre, peu importe leur situation conjugale et sans égard non plus pour leur situation socio-économique.
À savoir que aujourd'hui en France, celles qui sont les plus nombreuses à attendre un don de sperme, ce sont les femmes célibataires. Et ensuite viennent les couples de femmes et en dernier, les couples hétérosexuels. Ce qui est très différent depuis que la loi de bioéthique de 2021 est passée. Et par rapport à justement le fait de répandre un peu son patrimoine génétique, comme ce qu'on a pu vous dire, il y a une histoire que j'ai découverte en préparant cet entretien qui est celle de ce qu'on a appelé l'homme aux 1000 enfants. Un homme néerlandais qui s'appelle Jonathan Meyer, qui a engendré entre 500 et 1000 enfants aux Pays-Bas et même dans d'autres pays, et évidemment de façon illégale, parfois en dehors des circuits médicaux, en mentant aux familles. Enfin vraiment, c'est devenu une grosse affaire. Ça en a même été adapté en série Netflix. Et donc, quand je vois des histoires comme ça, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quelque chose de étaler sa puissance virile de la masculinité, non ? Ceux qu'on rencontre au sécos, à partir du moment où il y a des situations où la restriction des 10 enfants, ils ne la découvrent qu'au moment de donner. Mais généralement, on est quand même assez loin de ces logiques-là. Là, le cas que vous évoquez est particulièrement, on va dire, c'est la démesure totale. Ouais. Mais c'est peut-être des logiques, en tout cas en termes de dispersion du patrimoine génétique, etc., qu'on peut plus retrouver justement dans les situations dont on parlait tout à l'heure, d'hommes qui proposent sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ils disent pas la méthode naturelle de participer c'est ça, ils disent pas de partager au projet parental, c'est d'avoir des rapports sexuels. Enfin, c'est vraiment dans cette perspective-là que c'est conçu. C'est des logiques dans une moindre mesure qu'on peut retrouver dès lors qu'on n'est pas dans le cadre hospitalier. Et concernant le cas du Danemark, j'aimerais qu'on revienne aux travaux de Sebastian Mohr sur le sujet. Vous l'avez cité, c'est l'auteur du livre Being a Sperm Donor, Masculinity, Sexuality and Biosociality in Denmark, c'est paru en 2018. Tout à l'heure, vous disiez que le fait d'être rétribué pour son don et de le faire sur plusieurs années, ça avait un impact sur la masculinité des donneurs. Comment il analyse ça, Sebastian Mohr ? Il fait une typologie, une représentation schématique de 3 ou 4 types de donneurs. Il y a le bon père, le bon fils. En fait, du point de vue des masculinités, certains donneurs au Danemark et dont les témoignages sont présents dans l'ouvrage expliquent que à partir du moment où ils donnent régulièrement, ils doivent en développer une performance particulière vis-à-vis de la bonne masturbation, c'est-à-dire la bonne manière de se masturber, c'est-à-dire une masturbation efficace, la plus séparée possible de toute dimension sexuelle ou même de plaisir, vraiment une logique d'efficacité, mais où cette question-là est aussi à articuler, c'est ça, à leur propre vie sexuelle, puisque le délai d'abstinence sexuelle dont je parlais tout à l'heure, il faut pour eux combiner cette pratique et le fait d'avoir peut-être un compagnon ou une compagne vis-à-vis duquel une sorte de contrat sexuel a été passé, un contrat tacite bien sûr. Dans l'idée que s'ils donnent régulièrement, par exemple, ça contraint un peu plus l'activité sexuelle du couple s'ils sont en couple, c'est ça ? C'est ça, en fait, ça veut dire que quelques jours avant le recueil, il faut ne pas avoir de rapport sexuel. C'est en tout cas dans ces termes-là qu'il présente la question. J'aimerais qu'on parle maintenant des cas des hommes qui reçoivent le don. Donc, c'est-à-dire, dans l'écrasante majorité, ce sont des hommes en couple hétéro qui sont infertiles. Dans votre thèse, vous évoquez le premier cas d'insémination artificielle avec donneur, l'IAD. Ça, c'était en 1884 à Philadelphie aux États-Unis. Et c'est ce qu'on appelle le cas Pancoast-Hard. Et cette histoire, elle est assez incroyable. J'en avais jamais entendu parler et je trouve qu'elle soulève plein de choses intéressantes sur les rapports entre les hommes qui donnent leur sperme et les hommes infertiles qui reçoivent le don. Est-ce que vous vouliez bien nous raconter cette histoire ? Alors effectivement, ce cas Pancoast-Hard, il correspond à ce que l'histoire retient comme étant la toute première insémination artificielle avec donneur, en sachant qu'il y a peut-être eu d'autres cas avant, mais en tout cas, c'est la première dont on est parlé. Et donc dans cette situation, le docteur William Pancoast reçoit en consultation un couple
Elle a 30 ans et lui une petite quarantaine d'années. Et il souhaite avoir un enfant, mais la grossesse se fait attendre. Et donc, on est à la fin du 19e siècle, et comme ce sera le cas jusque beaucoup plus tard, les médecins sont partis du principe que l'infertilité venait de la femme. Donc, c'était de son côté qu'il y avait peut-être un dysfonctionnement. Pour autant, ils ont examiné la femme, et a priori, elle a l'air en parfaite santé. Donc, le docteur Pancoast fait des analyses, mais il comprend assez vite d'où vient le problème, puisque le mari ne produit pas du tout de spermatozoïdes, notamment parce qu'il avait contracté une infection sexuellement transmissible dans sa jeunesse. Et donc, à ce moment-là, le médecin fait revenir la patiente sous prétexte de réaliser des examens plus approfondis. Et c'est là que le subterfuge se met en place, puisque pendant l'examen, la femme est chloroformée, donc elle est anesthésiée de manière particulièrement brutale. Et le médecin l'insémine avec le sperme frais de l'un de ses étudiants, avec une seringue en caoutchouc, et en plus en présence de quelques étudiants. Donc c'est tout bonnement, ça si on l'analyse aujourd'hui, c'est un viol en réunion qui se fait à l'hôpital et qui en plus aboutit à une grossesse et à la naissance d'un enfant. Donc tout le monde était content, les parents étaient particulièrement heureux et a priori le lien s'était distendu entre le couple et l'hôpital. Mais en fait, au-delà de ces conditions qui nous semblent particulièrement choquantes, c'est la suite qui frappe le plus, puisque au bout de quelques années, le médecin a eu des remords et il s'est senti dans l'obligation morale de lever le secret. Oui, parce que pendant tout ce temps, en fait, il n'en avait parlé à aucun des deux, quoi, ni l'homme ni la femme du couple. Personne n'était au courant de ce qui s'était passé, et finalement, comme il consultait pour avoir un enfant et que l'enfant était né, il n'y avait plus de raison de rester en lien. Et donc, le médecin décide effectivement de lever ce secret, mais en fait, c'est à l'égard du mari qu'il se sentait le plus coupable, et donc c'est vers lui qu'il s'est dirigé. Et donc, il lui a expliqué ce qui s'était passé. Et de manière particulièrement paradoxale, le mari s'est dit enchanté de ce qui s'était passé, en demandant en revanche au médecin de faire en sorte que le secret reste entre eux. Donc pour lui, aucun problème que son enfant soit issu d'un viol, puisque le plus important, c'était que l'enfant soit né, et donc que le subterfuge ait permis au mari de garder la face et d'apparaître aux yeux du monde, mais aussi de sa femme, comme un homme fertile. Donc, on se rend compte vraiment dans cette situation qu'on est face à une sorte de conspiration masculine où l'intérêt même la sécurité de la femme n'est pas du tout prise en compte. Il semble pas du tout nécessaire de faire en sorte qu'elle soit mise au courant, alors qu'a priori, on pourrait considérer que c'est elle en premier lieu qui devrait l'être. Après, j'imagine qu'à cette époque-là, il définissait pas du tout ça comme un viol en réunion, effectivement, qui plus est, par soumission chimique. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que l'important pour le mari, c'est d'apparaître comme un homme fertile et donc d'apparaître comme viril, c'est ça ? J'imagine que dans ce contexte-là, c'était le lien entre virilité et fertilité était particulièrement fort. Et où, effectivement, le fait de ne pas parvenir à donner naissance à un enfant, c'était une sorte de honte sociale. C'est ça, démasculation, finalement. Complètement. Autour des hommes receveurs, j'ai aussi lu un article universitaire qui a été écrit par 6 chercheurs et qui est paru en 2023 dans la revue Dialogue. Je vous mettrai le lien dans les références si ça vous intéresse. Cet article, il portait sur l'étude des représentations psychiques et des fantasmes liés au don de sperme. Et dedans, il était expliqué que certains hommes infertiles perçoivent le don comme une sorte d'adultère entre leur femme et l'homme qui donne le sperme. Comme si le don les rendait cocus, finalement. Est-ce que vous avez perçu ça d'une certaine manière chez les hommes infertiles que vous avez rencontrés ou pas du tout ? Alors, en tout cas, c'est une question qui n'était pas du tout abordée en consultation, mais c'est pas impossible que le soupçon d'adultère ait un peu colonisé l'arrière-fond de leur démarche. Mais malgré tout, ce qu'il faut retenir, c'est que cette question de l'adultère, elle sort pas de nulle part. L'adultère lui-même fait partie des critères suivant lesquels des instances comme l'Église catholique réprouvent l'assistance médicale à la procréation avec don. Donc, on peut se dire qu'il y a une sorte d'imprégnation de cette condamnation morale sur la manière dont les hommes peuvent se représenter l'acte de don.
Dans ce cadre-là, le fait de recourir aux matériaux reproducteurs d'une personne étrangère, donc étrangère au couple conjugal, ce serait une sorte de violation implicite du lien de mariage. Et en fait, selon l'adage romain qui prévaut dans ce domaine, on dit que le père, c'est celui que les noces désignent. C'est-à-dire que dès lors qu'une femme est mariée, on considère que l'enfant dont elle accouche est forcément aussi l'enfant de son mari. Donc ici, dans ce cas précis, il n'y a pas de lien biologique entre le père infertile et son enfant, mais il n'y a pas non plus de trahison puisque le père infertile est partie prenante du protocole de don et que même le système des sécos fait en sorte que le père ne puisse pas ne pas être au courant, contrairement à ce qui avait pu se passer notamment dans le cas de Philadelphie. Donc en fait, si on reprend la définition de l'adultère, pour qu'il y ait adultère, il faudrait qu'il y ait au moins une relation sexuelle entre la femme et le donneur inconnu, ce que justement l'insémination permet d'éviter. Donc si on déconstruit un peu le concept d'adultère et les règles de fonctionnement des sécos, on comprend assez vite que l'assimilation du recours procréatif au don et à l'adultère, ça ne tient pas du tout la route. Ce qui n'empêche pas que cette question de l'adultère reste présente dans les représentations. C'est ça, comme un fantasme, en fait, dans l'esprit de certains, ouais. Je précise à nos auditrices qu'on a fait un épisode sur l'infertilité masculine dans Les couilles sur la table qui s'intitule « Infertilité masculine, les bourses ou la vie ». Et dans cet entretien, le journaliste Vincent Hédin avait reçu le docteur Michael Greenberg. Avant de passer à la dernière partie de notre entretien, je voulais vous demander justement comment ces hommes infertiles envisagent leur paternité dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a une façon différente par rapport à des hommes qui sont biologiquement les géniteurs de leur enfant? Le simple fait de devoir en passer par une phase médicalisée pour donner naissance à un enfant, qui est don ou pas, c'est quand même une épreuve un événement assez éprouvant pour les couples eux-mêmes. Si on recourt à un don de spermatozoïdes, c'est parce que, en tout cas dans le cas des couples hétérosexuels, c'est parce qu'il y a une forme de défaillance du côté masculin, en sachant que ce n'est pas seulement pour des questions d'infertilité qu'on peut recourir à un don de sperme quand on est un couple hétérosexuel. Le deuxième grand cas, c'est lorsqu'il y a un risque considéré comme trop important d'une maladie grave à la conjointe et ou à l'enfant. Mais dans les deux cas, c'est d'une certaine manière les hommes qui portent la responsabilité de l'obligation d'en passer par un parcours de don. Du côté des masculinités, en fait, on se rend assez vite compte que la manière dont les hommes qui passent, donc les pères infertiles, passent par un sécos, ont digéré ou pas leur propre infertilité, ça joue beaucoup sur la manière dont le processus se déroule. Et vis-à-vis justement de cette difficulté à faire le deuil de sa fertilité, je pense notamment à l'un des cas qui revient assez souvent chez les pères aspirants, c'est un diagnostic de syndrome de Klinefelter. C'est une forme d'intersexuation où, en fait, les hommes concernés ont 3 chromosomes sexuels XXY et pas 2, et où, en fait, les symptômes ont pu passer assez longtemps inaperçus. Mais en tout cas, du point de vue reproductif, il n'y a quasiment pas de spermatozoïdes et donc ça indique le recours à un don. Donc, on peut se dire que découvrir sa propre intersexuation au moment où on ne comprenait pas pourquoi l'enfant qu'on attendait ne venait pas, ça peut être d'autant moins évident, d'autant plus si le délai entre l'annonce de ce diagnostic et le début d'un protocole d'AMP est relativement court. Donc là, on a parlé des hommes qui reçoivent les dons de sperme et du côté de ceux qui donnent, pour revenir à eux, ils sont encore trop peu nombreux par rapport à la demande. Je rappelle qu'en 2024, il y avait plus de 10 600 demandes en attente, alors que un an avant, le nombre de candidats aux dons de spermatozoïdes était de 676 recensés. Pour comparer, les femmes candidates pour donner leurs ovocytes, cette fois-ci, étaient plus de 900. On va savoir que c'est en train de changer. En 2024, par exemple, le nombre de donneurs de sperme a nettement augmenté puisqu'on est passé de
676 à plus de 1000 candidats, ce qui est une nette augmentation. Mais avant ça, historiquement, les femmes étaient bien plus enclines à donner leurs gamètes, alors même que l'opération est bien plus contraignante, parce qu'il faut se shooter aux hormones, il y a une ponction des ovocytes qui est une opération où il faut être anesthésié, donc c'est vraiment plus contraignant que un don de sperme classique. Qu'est-ce qui bloque chez les hommes pour le don de sperme ? Je vais commencer peut-être à répondre à cette question en la prenant à l'envers, en essayant d'expliquer pourquoi il y a plus de donneuses que de donneurs, donc de donneuses d'ovocytes que de donneurs de sperme. Il est assez probable que la responsabilisation des femmes pour les questions contraceptives et pour la santé de la famille en général vienne se rejouer sous une autre forme dans le domaine de la procréation. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les femmes auraient une plus haute conscience de ce qu'est la charge reproductive, que par exemple le fait de vivre une grossesse dans son propre corps, ça puisse aiguiser une certaine solidarité avec celles et ceux pour qui le parcours est plus compliqué. Et donc, de manière paradoxale, on peut penser qu'il serait plus valorisant, rien que dans le rapport à soi, de réaliser un don qui coûte une intervention chirurgicale, donc un sacré don de soi, plutôt que de devoir se masturber dans une petite pièce, même si en finalité, on donne ses gamètes et c'est participer d'une seule et même cause. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait encourager les hommes qui sont en âge de le faire et qui ont la santé pour le faire de donner leur sperme ? Le problème de fond, c'est peut-être d'abord les imaginaires qui sont rattachés au sperme et à son recueil, puisque le sperme, c'est un fluide qui reste chargé symboliquement, qui est, on le disait tout à l'heure, associé à la virilité, à la filiation biologique et à une certaine transmission de soi. Et c'est donc pas forcément évident de déconstruire individuellement et collectivement cette confusion entre la transmission d'un génome et le fait de devenir parent. Et ça va aussi dans le sens des plus récentes campagnes de l'Agence de biomédecine qui titrent « Fête des parents ». Donc en fait, donner son sperme, ça n'a rien à voir avec un engagement parental, puisque c'est un acte solidaire qui permet à d'autres de poursuivre leur propre projet parental. Et au niveau du don de sperme, il y a aussi peut-être un autre frein à avoir en tête, c'est la crainte vis-à-vis d'un lien qu'on ne désirerait pas avec les enfants qui pourraient naître des dons. Et ça, peut-être de manière encore plus marquée depuis l'ouverture de l'accès aux origines. Et donc, les candidats aux dons potentiels pourraient craindre en fait d'être recontactés ou de devoir rendre des comptes une vingtaine d'années après leur don. Et en fait, il faut vraiment insister sur le fait que l'accès aux origines n'ouvre aucun lien de filiation et que les dispositions qui ont effectivement été mises en place à partir de 2021, elles ne créent aucun devoir ni aucun lien juridique aux donneurs à l'égard des enfants qui pourraient naître de leur don. Et en fait, pour le dire de manière très, très synthétique, être identifiable, ça n'est absolument pas devenir père. Et à partir du moment où un donneur explicite le fait qu'il n'est pas question que des données identifiantes puissent être communiquées aux enfants nés de leur don 18 ou 20 ans plus tard, il n'y a pas de raison qu'il y ait effectivement de communication. Donc ça veut dire qu'ils peuvent refuser qu'il y ait ces données identifiantes dans le dossier accessible à l'enfant devenu adulte. Et ça veut dire par exemple qu'il n'y a pas de risque, en tout cas dans le cas français et par rapport au chemin médicalisé dans les sécos et tout ça, les parents ne peuvent pas réclamer une pension alimentaire par exemple. Il n'y a absolument aucun droit de ce type qui pourrait être formulé par les enfants. Et c'est d'ailleurs c'est une image qui a été particulièrement agitée par les personnes qui étaient défavorables à cet accès aux origines en disant si on ouvre ce droit 20 ans plus tard, de bons pères de famille vont ouvrir la porte de leur maison et tomber sur quelqu'un qui leur dit coucou papa. Voilà, c'est un peu le fantasme effrayant qui est brandi vis-à-vis de cette question-là. Mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les personnes qui sont susceptibles de vouloir rencontrer les donneurs, ce sont des personnes qui sont adultes, qui, a priori, ont été construites en connaissance de la manière dont ils ont été conçus
et où donc le fait d'aller jusqu'à la rencontre avec le donneur, le donneur est un donneur, le donneur n'est pas un père. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui est un obstacle pour donner son sperme. A priori, pas vraiment. Il y aurait peut-être davantage de donneurs aussi si on parvenait à mieux intégrer la question du don de gamètes dans les discours sur la solidarité de manière plus générale, dans les discours sur la diversité des modèles familiaux ou encore d'égalité d'accès à la parentalité. Et ce qu'on constate quand même, c'est que il y a de plus en plus de campagnes de sensibilisation. Il peut apparaître aussi important dans cette perspective de recruter davantage de donneurs, même si le terme recruter paraît assez étranger. Corporate. C'est ça. En fait, il faudrait peut-être aussi ne pas négliger la communication sur les conditions pratiques du don, notamment parce que il arrive encore assez souvent que des candidats au don ne soient pas tout à fait sûrs de la manière dont on récupère le sperme. Et dans la mesure où ça peut être une question assez gênante, la question n'est pas vraiment posée. On sent que le candidat tourne un peu autour du pot pour savoir comment ça va se passer. Et donc, en fait, ça me paraît important aussi de dire les choses très clairement et de bien expliquer comment ça se passe, où est-ce qu'on doit aller, qui on doit contacter. Et donc de faire en sorte que finalement la simplicité, en tout cas pratique de la démarche, soit vraiment diffusée, ce qui permette d'autant mieux d'éveiller entre guillemets des vocations de donneurs. Pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre d'art à nous recommander en lien avec notre conversation ? J'ai pas particulièrement d'œuvres d'art dans la mesure où je pense qu'il y a pas mal notamment de BD qui doivent aborder la question, ou alors des livres notamment pour enfants qui permettent d'expliquer comment les modes de conception tels que ceux-là. Mais en fait, le seul film auquel je pense, en fait, c'est un film comique qui est vraiment particulièrement drôle et qui, pour le coup, est à 1000 lieues du fonctionnement des sécos. C'est Starbuck, et où, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui découvre des années plus tard que les dons de sperme qu'il a fait plus jeune, donc dans un contexte canadien, avec un don rétribué, a donné naissance à plus de 500 enfants, et où il se retrouve à recevoir à rencontrer tout un tas d'enfants qui, donc, devenus adultes et dans des situations quand même assez difficiles. Donc là, on n'est pas du tout dans le cas du sécos, mais ça fait quand même partie des représentations de cette question. Même si ça paraît assez compliqué, on va dire que ça finit bien, quoi. Merci beaucoup, Lou Brosse. Avec plaisir. C'était l'épisode 120 des Couilles sur la table avec la doctorante en sociologie Lou Brosse. Ça s'écrit B-R-2-O-S. Elle n'a pas encore soutenu sa thèse, mais dès qu'elle sera disponible à la lecture, on vous préviendra. On l'a répété dans cet entretien, en France, il y a une grosse pénurie de gamètes. Alors, chers auditeurs, si vous remplissez tous les critères dont on a parlé, allez-y, donnez votre sperme. Et pour les auditrices qui écoutent cet épisode, parlez-en aux hommes proches de vous. Toutes les infos nécessaires sont à retrouver sur la page www.dondespermatozoïdes.fr. C'est le site de l'agence de biomédecine et il est très bien fait, vous verrez. Et en attendant que vous passiez le pas du sécos près de chez vous, pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez lire Maternité rebelle de Judith Duportail, édité chez Binge Éditions. Écoutez le documentaire de Clément Baudet, ça s'appelle Les paillettes, journal d'un donneur de sperme. C'est 3 épisodes produits pour l'émission LSD sur France Culture. Et vous pouvez aussi suivre le travail de la journaliste Rosen Lecarboulec, qui écrit très souvent sur la PMA pour plein de médias différents. On vous renvoie vers son travail et vers toutes les références qu'on a citées dans l'épisode, dans le lien qui est en description. Dans le dernier épisode de Tout sur le sperme, je vais recevoir l'historienne Élodie Serna pour parler de vasectomie. C'est une contraception masculine définitive et son histoire est super foisonnante car elle traverse les continents, les siècles et les pensées politiques. N'oubliez pas, pour être prévenu de la sortie de l'épisode, pensez bien à vous abonner au podcast et à activer les notifications. Est-ce que cet entretien vous a plu ? Si oui, vous pouvez le faire savoir à vos proches en leur partageant, vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux, nous noter 5 étoiles sur votre appli et nous écrire des mots doux en commentaire sous l'épisode sur Instagram ou alors par mail à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio.
Tout sur le sperme, c'est une série qui était à l'origine une idée de Victoire Tuaillon, la créatrice du podcast Les couilles sur la table, qui est produit par Binge Audio. Moi, c'est Naomi Titi, j'ai pris la suite de Victoire pour superviser ce podcast et j'ai préparé, mené et monté cet entretien. Paul Berthiaud est notre réalisateur sonore, Marie Foulon notre productrice et c'est aussi elle qui s'occupe de l'édition. À la communication, c'est Lise Niederkorn et Thomas Rozek est le rédacteur en chef. Votre écoute est toujours aussi précieuse, alors je vous en remercie. À très vite pour le dernier épisode de la série Tout sur le sperme. Salut!